J'ai rencontré un berger, il vit dans le Jura, un homme calme, ancré, attentif. Il a travaillé auprès des nomades du Sahel, sous une lumière blanche et implacable. Aujourd'hui, il est ici, dans des prairies d'altitude, entre forêt, ciel et silence. Ce berger a une vision claire de son métier. Pour lui, c'est plus qu'un travail, c'est une manière d'être avec le vivant, avec les bêtes, avec le territoire. Il parle du lien entre l'homme et l'animal, du respect, du soin et aussi du loup. Car oui, le loup est là et sa présence questionne, dérange parfois, mais invite aussi à réfléchir autrement. Dans un monde qui va vite, il nous rappelle l'essentiel, la lenteur, l'attention, la responsabilité. Alors j'avais envie de lui poser une première question. Alors on a des gens qui sont complètement enragés, qui veulent éradiquer tous les loups. On en a d'autres qui cherchent la cohabitation et qui trouvent ça passionnant. Je pense que je suis plutôt dans cette catégorie-là. Il y a ceux qui ont été attaqués, ceux qui l'ont jamais été. Il y a ceux qui ont de la protection, ceux qui n'en ont pas. Dans la première phase, quand j'étais jeune, les chiens de protection, on n'avait jamais entendu parler de ça. On avait déjà quelques prédations avec des lynx, on faisait avec, quoi. C'était pas un problème. Voilà. Et puis on a des éleveurs qui sont vulnérables à la situation et d'autres pas, il faut le dire aussi. En ce qui me concerne, j'ai des chiens de protection issus du programme fédéral, donc des arbreuses, avec le programme AGDA. J'ai été entouré de troupeaux à la montagne sur les autres alpages qui ont tous été attaqués. Et moi, j'ai jamais eu de prédation loup. Je pense que ça peut aussi montrer que c'est possible de se protéger et aussi possible de faire attention. Cela dit, c'est toujours celui qui est le mieux protégé, les loups vont faire le tour et puis aller chez les voisins qui sont plus vulnérables. Voilà. Dans mon cas, la vulnérabilité, elle venait du fait que chez moi, le troupeau n'est jamais à moins de 200 mètres de moi, même la nuit, c'est-à-dire usage de parc de nuit, des parcs de nuit bien faits, suffisamment grands, soit à côté d'une cabane existante, s'il n'y a pas de cabane existante, construction d'un abri qui est viable et qui permet de dormir là, même sous les intempéries. Et puis, présenter des chiens de protection. Et puis la journée aussi, les bêtes sont gardées. Donc ça veut dire que de toute façon, nous, on gère l'alpage en gérant chaque secteur, en gardant les bêtes, en les faisant manger, là où, avec un parcours dans la journée et un retour au parc de nuit le soir. Voilà. Écoute, c'est une manière de faire qui est intéressante, qui permet de faire beaucoup travailler les chiens, de faire acquérir beaucoup d'expérience, qui permet d'avoir un troupeau très stable, bien groupé, et qui est habitué à des rythmes, et qui du coup, à mon avis, profite beaucoup mieux de la pâture. Et puis, ça permet de s'éviter aussi beaucoup de charges de travail au niveau de pose de filets, de barrières, etc. À l'inverse, si on veut gérer les alpages en les morcelant avec des kilomètres de filets électriques, et déjà, on va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre, c'est extrêmement lourd, on va devoir transporter tout le matériel, alors que si on utilise la gaz comme moyen de gestion, on est finalement beaucoup plus relax, quoi. Enfin, moi, c'est un peu ma philosophie, c'est d'être avec les bêtes et puis de faire travailler cette triangulation homme, environnement, troupeau, chien, ce qui fait non pas 3 mais 4, et puis avec les chiens de protection. Avec des bons chiens de protection, c'est-à-dire des chiens qui sont issus d'un programme, qui ont subi des tests d'aptitude pour leur travail et qui sont bien intégrés, qui restent au troupeau surtout. Les chiens de protection qui divaguent et qui 2 fois par semaine vont au village, ça ne sert à rien. Et des chiens qui sont attachés aux bêtes et qui protègent réellement. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de chiens de protection qui sont des chiens qui divaguent, qui chassent, qui n'ont pas d'attachement au troupeau, qui ont un degré de protection moindre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être exploré
et qui demande beaucoup d'attention. On sait que maintenant le programme Agridaire a été largement démantelé et tout ça a été libéralisé sous la pression de certains élus et certains lobbies à l'intérieur du monde pastoral. Mais je pense que c'est un gros débat aujourd'hui entre ceux qui veulent chercher des solutions, cohabiter, et qui sont intéressés à tout ce travail avec les chiens de protection qui est extrêmement enrichissant, et ceux qui refusent absolument la protection ou qui la mettent en place de mauvaise grâce, de manière incorrecte, et qui sont juste, qui sont juste découragés par la situation. Je trouve que c'est dommage. Maintenant, cela dit, c'est aussi très facile pour moi et d'autres de dire oui, c'est possible de cohabiter, oui, on peut le faire, parce qu'on est dans une situation qui le permet. Moi, je fais que ça. Donc, même en hiver, je ne fais rien d'autre, quasiment, que de m'occuper de mes bêtes. Donc, je suis avec mes bêtes, je suis avec les chiens, je peux les gérer. Maintenant, on a beaucoup d'éleveurs qui sont petits éleveurs, qui ont un troupeau réduit, qui sont passionnés tout autant que nous par leur élevage, mais qui travaillent à côté, qui ne peuvent pas forcément investir du temps dans les chiens, et qui, eux, ont des prédations sérieuses assez souvent. Et pour ceux-là, je comprends que c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, donc en même temps, voilà. Moi, je pense que la solution de la cohabitation, elle passe autant par la protection, la prévention, sous toutes les formes qu'on peut lui donner. Elle passe aussi par une régulation. Je crois qu'on a ceux qui sont aujourd'hui angéliques et qui disent que non, le loup se régule tout seul. Ceux-là, je pense qu'on n'en trouve plus beaucoup. Une régulation, il en faut une, c'est clair. On peut voir la situation de chaque espèce dans la nature avec une régulation automatique qui se fait naturellement, des équilibres, etc. Je pense que cette vision n'est pas vraiment juste dans notre milieu, parce qu'on n'est pas dans un milieu naturel, on est dans un milieu qui a été transformé par l'homme depuis très longtemps, hein, depuis le paléolithique quasiment. Donc, une notion d'équilibre, je ne sais pas si c'est très très réaliste. Les loups, le goulot d'étranglement, à la limite, qui pourrait peut-être limiter l'explosion démographique des loups, d'après moi, il se trouve vers la fin de l'été, le début de l'automne. C'est la période où la chasse devient extrêmement difficile pour les prédateurs, parce que les jeunes nés au printemps qui ont survécu à la prédation, eux-là sont maintenant très mobiles, très agiles. Ceux qui ont déjà vu des chameaux fuir, je pense qu'ils comprendront un peu de quoi je parle. Un loup, deux loups ne peuvent pas attraper un chamois, à moins d'avoir vraiment une stratégie d'embuscade très développée. Et à mon avis, c'est rare. Les prédations sur les ongulés en montagne, ils sont certainement majoritaires au printemps quand les femelles mettent bas, et la femelle et le petit, voire d'autres accompagnants qui essaient de détourner l'attention. Et puis, l'hiver, quand les animaux sont ralentis, mais à la fin de l'été et l'automne, c'est la période où ils ont le plus de besoins alimentaires, donc les loups, parce que les meutes, les petits sont là, donc il faut ramener de la bouffe pour les jeunes, et en même temps, le gibier est beaucoup plus difficile à attraper. Et puis, c'est évident, c'est à ce moment-là que les troupeaux se font le plus attaquer. On peut remarquer que en fait, ça correspond aussi à une période où sur les montagnes, les troupeaux sont laissés beaucoup plus au large, et ça rend la prédation aussi plus facile. Parce qu'au printemps, on gère l'herbe morceau par morceau, on est très proche, on utilise des espaces plus réduits, et à partir du mois d'août, septembre, on utilise des espaces plus grands, on laisse beaucoup plus de liberté aux troupeaux, et ça correspond à cette période de prédation. Donc, le goulot d'étranglement naturel qui permettrait de limiter la population des loups ne fonctionne pas. Du coup, je pense que la régulation est nécessaire. Cela dit, je pense qu'il faut une régulation intelligente
Et à mon avis, ce qui s'est passé l'hiver, pas l'hiver dernier, mais l'hiver précédent, avec cette campagne de tir, est absolument absurde. Je crois que confier ça à tous les chasseurs sans distinction, et alors qu'on voit que même des gardes-faunes sont capables de tirer les chiens de protection, il faut un peu garder une vision un peu raisonnable de la situation. Les loups qui ont été identifiés comme prenant des habitudes sur les troupeaux, oui, mais un tir comme ça, je pense que c'était vraiment une erreur. Tu as travaillé avec les éleveurs nomades sahéliens pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur pratique et leur rapport à la terre? Je pense que ce qui est fabuleux chez eux, c'est qu'ils sont vraiment à fond dans la relation homme-animal, l'environnement. Ils maîtrisent totalement leur situation, le milieu naturel, leurs troupeaux. On peut qu'admirer leur manière de faire, quoi, parce que ça fait plusieurs milliers d'années que ces populations sont en évolution, en coévolution avec leur cheptel, qui a évolué avec eux, avec des races qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées sur des milliers de générations, dans un environnement qui sont les seuls à pouvoir maîtriser. C'est un environnement très très dur, aride, chaud, toutes les plantes ont les épines. Enfin, c'est vraiment pas un milieu confortable, avec une irrégularité, une production de pâturage qui va de 1 à 30. Et si on se dit que le pastoralisme, c'est justement cette symbiose entre l'homme, l'environnement et les troupeaux, là, c'est vraiment le Graal. On assiste à quelque chose d'extraordinaire. Quand on imagine la maîtrise qu'ils ont de leurs bêtes, avec toute la communication interespèce par la voix, par la gestuelle, c'est absolument fascinant. Ces gens sont capables, ils n'ont pas de chien de troupeau, hein, donc tu vois juste des fois 2 personnes, des fois même des très jeunes, qui arrivent vers un puits avec 60 bovins, une centaine de petits ruminants, les ânes, des bêtes qui n'ont pas bu depuis 1-2 jours, parce que c'est un peu la pratique en saison sèche, et qui sont capables de faire arrêter leurs bêtes à 200 mètres du puits. Les bêtes sentent l'eau, elles ont soif, et sur une simple injonction, les bêtes s'arrêtent, elles se couchent, elles attendent leur tour pour éviter les bousculades sur les puits, parce qu'il y a déjà des troupeaux qui attendent, etc. Et ça serait une honte d'arriver au puits avec son troupeau qui se précipite et qui crée des désordres et qui crée des bagarres avec les autres bêtes et tout. Et ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais vu ce genre de situation. Parce que c'est des choses qui sont absolument évidentes. On maîtrise les bêtes. Ça, nous, on est incapable de maîtriser les choses comme ça. On fait des tas de choses formidables, hein, avec nos chiens de conduite, on arrive à avoir des rythmes de pâture avec les bêtes, on arrive à avoir une confiance avec les troupeaux, on arrive à avoir beaucoup de choses, mais pas comme ces gens-là. Et ça, c'est assez magnifique de voir on assiste à une perfection de l'évolution du métier d'éleveur qui a commencé il y a 9 000 ans. Et en fait, je pense qu'on est sur une lignée de gens qui n'ont jamais abandonné le pastoralisme depuis cette époque. Avec toute une histoire, toute une archéologie dans ces régions-là. C'est vraiment magnifique. Et en plus, ils sont très, très efficaces. Très efficaces. Ils ont un niveau de production dans cet environnement qui est absolument incroyable. Tous les projets modernes de pseudo-modernisation, avec sédentarisation, etc., n'ont jamais réussi à atteindre les paramètres zootechniques de ces gens-là. Pour quelqu'un qui a la passion du pastoralisme, de l'élevage et de toutes ces relations, c'est vraiment fascinant de vivre dans ce monde-là. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir aussi au pays pour réexpérimenter moi-même tout ça.